Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Agripole sur Camdis Télévision, une émission consacrée à l'analyse des activités du secteur agroalimentaire, agro-industrie, élevage et même agriculture pour faciliter la compréhension des acteurs de ce domaine. Alors, avec nos invités, nous avons Sa Majesté André Mveng qui est déjà avec nous au studio de Camdis Télévision. Majesté André Mveng, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Bello. Merci, vous êtes chef traditionnel, vous êtes également entrepreneur. J'espère que vous avez eu quand même à beaucoup faire dans le domaine, que ce soit de l'élevage, agriculture et même agroalimentaire. Moi, je suis né au village, je suis né fils d'agriculteur, fils d'éleveur. Ce qui fait que quand on parle de l'agriculture, de l'élevage, je me sens à l'aise parce que c'est dans ce secteur que je suis né, que j'ai grandi, j'ai excellé et je continue aujourd'hui parce que quelque part je suis parmi ceux qui apprennent à élever ou de l'agriculture avec les nouvelles techniques modernes aujourd'hui. Alors, tous ceux qui sont nés au village comme Sa Majesté, alors cette émission vous concerne principalement et surtout vous êtes également soit des éleveurs, soit des agriculteurs, soit vous faites dans l'agro-industrie ou même dans l'agroalimentaire, donc c'est une émission qui vous concerne. J'ai également à ma gauche M. Chinda Fomena Evaris qui est chef d'entreprise AgriFood Connexa. Monsieur Evaris, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, très bien. Et soyez la bienvenue sur Camdis Télévision. Merci. Et c'est votre première fois apparemment. Naturellement. Alors je pense qu'on aura le temps maintenant constamment de venir parler de ce qui vous concerne parce que vous êtes également du domaine, il faut le dire. Dans tous les cas, le plaisir pour moi. Merci beaucoup. Alors j'ai également un autre entrepreneur, un jeune entrepreneur, il faut dire au Cameroun, la jeunesse est vraiment également intéressé à ces problèmes de l'agriculture et même de l'élevage. C'est M. Omer Tolo. M. Omer Tolo, bonjour. Bonjour M. Bello et merci de m'avoir fait le plaisir d'être sur votre plateau, d'être sur Agripole aujourd'hui avec d'illustres copanélistes dont je salue la présence dans ce studio. Merci beaucoup, M. Tolo. C'est le plaisir partagé, surtout avec les téléspectateurs qui sont de plus en plus intéressés à cette émission d'Agripole qui consiste donc à faire comprendre en fait les enjeux de l'agriculture, de l'élevage. Et pour ce samedi, il faut le dire, nous allons parler précisément de l'élevage de poulets de chair, un nouveau concept, et comment booster pour satisfaire la demande nationale. Donc c'est la première thématique à laquelle nous allons nous intéresser. Et en seconde position, nous parlerons également de l'élevage du porc, atouts et précautions hygiéniques, parce qu'il faut le rappeler, avec la grippe porcine, tous ces derniers temps, on en parle. Il faudrait donc que les consommateurs, les éleveurs puissent quand même prendre des dispositions nécessaires pour préserver les vies, pour préserver également en fait nos populations de ces maladies tant dénoncées et qui sèment désolation et tristesse et qui mettent même en mal l'activité concernant l'élevage de porc. Alors, Sa Majesté, vous dites que vous êtes en fait grandi au village, vous avez beaucoup travaillé au village dans l'élevage et nous parlerons donc précisément de l'élevage du poulet de chair. Est-ce que c'est un nouveau concept? Si oui, comment faire pour satisfaire la demande nationale? Parce qu'il faut le dire aujourd'hui, beaucoup de Camerounais consomment les poulets. Vous allez voir dans les marchés tous les jours, c'est-à-dire des centaines, des milliers de poulets à travers les triangles nationaux dans les marchés que les citoyens consomment. Majesté. Oui, M. Bello, j'avoue vraiment que la consommation du poulet va grandissante au Cameroun. Mais il se pose un problème. Il faudrait que les Camerounais consomment du poulet qui est bien élevé, le poulet qui soit sain, et que les Camerounais également soient en bonne santé. Bon, la production, elle est bonne, il faut bien qu'on booste ce secteur, mais nous avons quelques difficultés, même pas quelques difficultés, beaucoup de difficultés, parce que, figurez-vous, quand on parle de l'élevage des poulets de chair, on commence par la production des poussins d'un jour. Or, au Cameroun, on n'a pas la possibilité de produire suffisamment les poussins d'un jour. On est dans l'obligation d'importer les poussins d'un jour et ce qui
importent les poussins d'un jour, j'ai peur de croire que ceux qui livrent ces poulets, ceux qui sont chargés de livrer les importateurs, ne leur donnent pas les poussins qui sont adaptés à la production du poulet de chair, à ce que les producteurs camerounais puissent exceller dans ce secteur et avoir des bénéfices. Je me permets de dire ici que je suis allé dans une institution suisse dans dans le canton de Fribourg, c'est à Grangeneuve, l'Institut agricole de Fribourg, où j'avais suivi des cours de production des poussins et l'élevage des poussins, des poulets de chair. Mais malheureusement, au Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont chargés de vendre les poussins d'un jour aux producteurs vendent les poussins qui ne devraient pas être vendus pour la production de poulets de chair. Je m'explique. Vous savez, généralement, en Suisse, nous, on allait dans les fermes tous les 4h, 5 h du matin, dans les fermes de production de poussins d'un jour. Quand on sortait ces poussins des machines, qu'est-ce qui se passait? On les triait parce qu'il y a les poussins d'un jour, il y a les poussins mâles et les poussins femelles. Dans la production de poulet de chair, le poussin mâle ne vous donne pas la possibilité d'émerger. Parce que le poussin mâle est nain, il ne grandit pas facilement comme le poussin femelle. Et généralement, ceux qui vendent donc les poussins d'un jour au Cameroun, parce que qu'est-ce qu'on faisait? Quand on sortait ces poussins, moi je suis capable de détecter les poussins mâles et les poussins femelles à l'éclosion. Et tous les poussins mâles, on les poussait de côté, on inventoriait, on les tuait, on incinérait le même jour. Avant 6 h du matin, on incinérait tous les poussins mâles. Et on poussait les poussins femelles de l'autre côté, prêts à ce que le producteur les livre le producteur de poussins d'un jour livre ses poussins femelles au producteur de poulets de chair. Mais malheureusement, ici au Cameroun, ceux qui achètent les poussins, est-ce qu'il faut vérifier, est-ce qu'en achetant les poussins, quand ils importent, est-ce qu'ils n'importent pas les poussins mâles mélangés avec les poussins femelles? C'est pour ça que quand vous allez rentrer dans des exportations, vous allez trouver que dans une même ferme, les poussins que vous achetez le même jour grandissent différemment. C'est-à-dire les poussins femelles prennent beaucoup plus de poids et les poussins mâles restent nains. Et le poussin mâle facilement peut vous consommer de la provence et autres aliments. Alors, pendant 60 jours. Dans vos propos, vous parlez également des poussins bien élevés et des poussins mal élevés. Est-ce que non, pour élever les poussins, il y a des conditions? C'est pas un problème de bien élevé et mal élevé. C'est des problèmes. Parce que le poussin, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter les poussins qui vont grandir. Parce que, par exemple, ici, on vend les poussins de 40 jours, je crois 40-45 jours. Alors, vous allez comprendre que le poussin mâle va vous consommer les aliments pendant au moins 60 jours pour atteindre la même grosseur que le poussin femelle qui va consommer pendant 40-45 jours. Et quel que soit le prix que vous allez donc vendre le poussin mâle à la même grosseur, vous allez le vendre à perte. Donc le prix de revient va être plus élevé que le prix que vous allez vendre ce poulet. Alors si tel est le cas, quel est donc l'intérêt même d'élever les poussins mâles? Non, attendez, on peut élever les poussins mâles quand on prend toutes les dispositions. Je vais vous développer le concept où on peut élever les poussins mâles. On peut bien les élever et les vendre. Mais si vous croyez que vous allez vendre les poussins mâles au même prix que les poussins femelles, comme poulet de chair, à la même période, vous ne pouvez pas avoir de bénéfices. Okay. Ça, c'est clair. D'accord. Merci beaucoup, Majesté. Alors, vous suivez, hein, Sa Majesté, il est expert en la matière, donc tout ce qui nous regarde, vous pouvez également appeler, il y a un numéro qui passe au bas de l'écran pour avoir plus de conseils, d'orientation. Je vais encore aller vers un autre expert qui est M. Tchinda Fomena Evaris. M. Tchinda, alors, à votre niveau, comment faire pour satisfaire la demande nationale en ce qui concerne l'élevage de poulets de chair? Bien, déjà ici, je voudrais apporter des précisions par rapport à un domaine qui n'est pas vraiment pris en considération dans le cadre de la production, que ce soit la production animale, que ce soit l'agriculture, proprement parlant. Je voudrais ici que la jeunesse, du moins tous les entrepreneurs qui se lancent dans le cadre de la production, pensent à automatiser
du moins à moitié leur système de production. Parce que Sa Majesté a présenté des aspects vraiment très conséquents concernant l'élevage du poussin mâle, ça c'est clair. C'est clair que dans le cadre de l'élevage du poussin mâle, non seulement la consommation est très importante, mais au niveau du rendu, en termes de masse corporelle, c'est pas vraiment ça. Et dans le cadre de la commercialisation, comme il était en train de dire, vous allez réellement perdre. Alors, pour éviter de pareilles situations, déjà il faudra que sur le plan national, qu'on soit capable nous-mêmes de produire nos propres poussins et de faire ces tri. De faire ces tri. Parce que des personnes qui réussissent dans le domaine de l'élevage de poulets de chair, par exemple, vous allez voir que ce sont des personnes qui ont une certaine notoriété dans le domaine. Alors, être capable de produire nous-mêmes les poulets, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on a tout ce qu'il faut? Oui, naturellement, nous avons les moyens, nous avons tout ce qu'il faut. Parce que pour concevoir aujourd'hui un incubateur, vous n'avez pas besoin d'aller prendre la matière première pour le faire. La compétence technique que vous avez vous permet vous-même de réaliser votre propre incubateur. Vous avez tous les dispositifs électroniques dont vous avez besoin. Aujourd'hui, on parle de l'énergie renouvelable, par exemple, pour faire chauffer vos œufs. Le gros problème en question dans le cadre de la production de poussins d'un jour, c'est au niveau des œufs fécondés en fait. C'est un problème majeur, c'est un problème assez conséquent et qui n'est pas encore vraiment très bien contrôlé en Afrique et beaucoup plus au Cameroun. D'aucuns qui se lancent dans la production des poussins d'un jour, s'ils n'ont pas une certaine expérience inouïe dans le domaine, ils risqueront de perdre tellement de temps et ne pas avoir un rendement de poussin d'un jour conséquent. Et du coup, il y aura toujours ces situations de rupture de stock de la matière première qui sont les poussins d'un jour que nous voulons ensuite engraisser pour pouvoir commercialiser. Donc c'est tout la différence dans la chose. Donc ce que je voudrais dire ici, c'est que premièrement, il faudra qu'on essaie de toucher le mal où c'est réellement en train de germer. Donc il faudra déjà développer auprès des citoyens des compétences dans le cadre de la fécondation même des œufs. Ces compétences-là doivent être développées. Comment est-ce que ça se passe? Maintenant, le plan d'incubation de ces œufs-là, pour la fabrication du matériel, nous avons des dispositifs qui nous permettent de pouvoir réaliser cela. Ce n'est qu'une question de technologie, donc il n'y a pas de magie là-dedans. D'accord, merci beaucoup Monsieur Évariste. Alors, Monsieur Omer Tolo, vous êtes également entrepreneur, vous êtes également du domaine. Alors, est-ce que vous partagez les avis de Sa Majesté et même de Monsieur Évariste? Qu'est-ce qu'il faut pour booster la production locale? Tout à fait. En tant qu'entrepreneur, je ne saurais contredire ce que mes aînés ont eu à dire parce que, étant dans le domaine, je sais déjà, je connais les difficultés que nous pouvons rencontrer. Mais moi, je vais un peu pousser le bouchon un peu plus haut en parlant de l'intrant. Parce que lorsque je parle de l'intrant, je vais parler non seulement des poussins, mais de l'aliment. Parce que ce que les gens oublient, c'est que l'aliment aussi fait défaut. Le maïs, par exemple, le maïs prend environ 70% de la composition du sac d'aliments. Mais nous trouvons qu'il n'y a pas assez de producteurs. Les propres entrepreneurs qui font dans le poulet ne font pas assez pour produire ce maïs-là, pour qu'à chaque instant, il n'y ait pas rupture, à chaque instant, les coûts de production. Parce que dans votre thème, vous avez parlé de comment satisfaire la demande nationale. La demande nationale devrait avoir passé par les coûts de production. Parce que plus les coûts sont élevés, plus le producteur subit. Et c'est pour ça que nous voyons certains producteurs véreux qui, des poulets de 45 jours, commencent à vendre dans 37 jours, 30 jours. Et ils vendent au prix de 45 jours. Parce que justement, la matière première manque. Le maïs, nous devons apprendre à produire. L'alimentation de ce poulet de chair, est-ce que c'est vraiment... Il y a des tri, il faut trier ce qu'il faut donner? Oui, il y a quand on parle, il y a toute une schématisation. Lorsqu'on parle par exemple d'aliments d'émarrage, il y a des compositions d'aliments d'émarrage. On parle d'aliments croissance, il y a des compositions d'aliments croissance, il y a des compositions d'aliments de finition. Maintenant, c'est en cela que chacun peut trouver son compte et fabriquer son aliment. C'est vrai qu'il y a des sociétés comme la SPC qui font, sans publicité, qui font des aliments qui
arrive à satisfaire. Mais ça devrait être pour tout le monde. Tout le monde devrait d'abord à la base produire son aliment. Parce que la production, il passe par tout ça là. Si c'est qu'on diminue les coûts de production, ça profite à tout le monde et le prix ne va pas surprendre tout le monde. Parce que pour revenir aux poussins, nous voyons, comme on était en train de dire là, les poussins qui sont importés, les poussins qui sont faits ici au pays mais qui ne sont pas faits en quantité, ce qui fait en sorte que le poussin devient cher. Parce qu'il y a de cela 5 à 7 ans, le poussin d'un jour était dans les 400, 500. Mais aujourd'hui, c'est déjà monté à 700, 625, ce qui pose un problème pour les producteurs. Et là, nous devons aussi appeler l'État à continuer le travail de conscientisation parce qu'il y a la politique d'import-substitution qui permet à tous les producteurs, les entrepreneurs de faire venir les matières premières pour avoir, pas les matières premières, l'expertise et les machines sans débourser un franc à la douane. Avec ça, ça peut être très productif parce que si on fait venir les machines, on fait venir les incubateurs. C'est vrai que nous-mêmes, on peut fabriquer des incubateurs. Si on fait venir des incubateurs de haute qualité, de haute capacité, on fait venir des machines qui pourront aider la production dans ce sens-là. Ça va beaucoup booster. Nous sommes dans la perspective de booster la production nationale, satisfaire tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai englobé, comme je disais, mes pères ont parlé, mais je voulais juste un peu pousser le bouchon plus haut pour montrer aussi quelques manquements dans la filière. D'accord, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous regardez, vous nous suivez sur Camdis Télévision. Nous sommes avec les experts pour parler de l'élevage de poulets de chair, qui est un nouveau concept, et quelles sont les solutions pour satisfaire la demande locale. Alors, Sa Majesté, l'alimentation de ces poulets de chair en 45 jours, c'est déjà consommable, ça a déjà en fait atteint une certaine grosseur. Est-ce qu'au niveau de l'organisme, ça ne joue pas avec toutes les compositions, les produits chimiques qu'on mélange, c'est-à-dire pour permettre au poulet en 45 jours d'être déjà consommable? Est-ce qu'il n'y a pas de répercussions sur le consommateur lambda? Voilà, avant de revenir sur les répercussions sur la santé des hommes, des consommateurs, j'aimerais d'abord, parce que mes enfants ont développé un certain nombre d'aspects qu'il faut essayer aujourd'hui de ramener les producteurs dans un nouveau concept. C'est-à-dire, le concept qui voudrait que si nous attendons que l'État mette tous les moyens pour l'importation des incubateurs, la fabrication des incubateurs, l'expertise étrangère et tout ça, ça va prendre encore beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons développer des concepts plus faciles, adaptables à tous. Parce que si nous développons le concept, moi je prends par exemple le concept pour lequel moi j'ai développé, dont je suis en partenariat avec les Suisses, le concept paysan autrement. C'est-à-dire, vous voyez, les gens qui construisent, qui sont dans la production des poulets de chair, construisent des grands bâtiments, des grands espaces qui ne servent à rien pour la production des poussins, des poulets de chair. Parce que figurez-vous, chaque soir quand les poulets vont dormir, ils se regroupent, ils s'entassent. Tout l'espace que vous avez construit ne sert à rien. Ils sont là que pour se balader, ça ne leur sert à rien. Parfois même pour les chauffer, vous allez voir que ceux qui n'ont pas assez de moyens achètent des lampes tempête. Et autour de la lampe tempête, tous les poulets, ils viennent tout autour. Vous allez voir 200, 100, 200 poulets qui viennent tout autour. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nouveau concept qu'il faut développer, c'est de construire les niches. C'est-à-dire si vous avez 1000 mètres carrés de terrain, au lieu de construire les grands bâtiments, laisser l'espace, vous construisez les niches. Et vous laissez les poulets à l'air libre. Vous mettez tout simplement des grillages. Non seulement les poulets sont appelés à faire le bain de soleil tous les jours, parce que pour que les poulets soient en santé et que les populations qui consomment ces poulets soient également en santé, vous devez comprendre que les poulets de chair doivent faire le bain de soleil tous les jours. C'est d'ailleurs recommandé. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Mais on voit quand même certains endroits où on élève les poulets totalement dans un endroit fermé, obscur, fermé, qui ne bénéficie pas de cette lumière. C'est justement pour ça que vous allez voir, quand on amène les poulets au marché, quand vous les laissez, parfois il y a ceux qui n'arrivent pas à se tenir debout. Dès que vous les laissez, ils tombent. Les autres
ne se lèvent même pas. Parce qu'ils n'ont pas les os fortifiés. Le bain de soleil permet aux poulets de solidifier les os. Et ce même bain de soleil permet aux poulets de picorer les petits cailloux, les petits cailloux qui servent à leur... pour faciliter la digestion. Voilà pourquoi on comprend facilement pourquoi quand on a les os de poulet de chair, on consomme tout, on ne jette rien, tout est molle. Permettez, et vous allez comprendre que quand ces poulets font ce bain de soleil, picorent tout ce qu'ils trouvent sur le sol et les herbes. Les herbes, c'est pour les solidifier. Les insectes donnent beaucoup de calories aux poulets de chair. Alors, quand ces poulets restent enfermés, et non, ils ne font pas ce bain de soleil, ils sont très, très faibles. Et les produits, tous les produits chimiques, tout ce qu'on donne aux poulets, ça affaiblit et ça infecte même la chair des poules. C'est pour ça que je vais vous faire une révélation. Je suis désolé de le faire, de le dire ici. Est-ce que vous savez que le poulet de chair donne beaucoup d'infections pulmonaires? Moi, le premier jour que le médecin vétérinaire me dispense ce cours pour la santé animale à l'Institut agricole de Fribourg, je tombe de nu. Il me dit, mais messieurs, vous ne pouvez pas tomber de nu. Écoutez, je vais vous dire, vous imaginez les œufs, les poussins, l'élevage, tout ce qu'on donne comme produit. Et quand ces poussins, quand les poulets ne font pas le bain de soleil pour que ces produits s'évaporent, ça reste dans la chair du poulet. Et vous qui les consommez, et surtout ceux qui le font sans contrôle, sans des dosages bien à des dosages adéquats et bien prescrits, vous allez comprendre que ces poulets sont très mauvais pour la consommation humaine. Bon, alors vous avez posé une autre question ici pour demander est-ce que ces poulets n'ont pas d'impact pour la santé. Je vais vous dire quelque chose. À partir des œufs qui éclorent pour avoir les poussins d'un jour, pour pouvoir les élever, les pondeuses doivent également faire le bain de soleil tous les jours pour avoir des œufs bien appropriés et qui vont, à l'éclosion, vont donner des poussins d'un jour capables de supporter parfois les intempéries. Mais nous voyons donc dans le domaine dans lequel ces spéculations, ceux qui font la spéculation de la volaille, dont le poulet de chair, beaucoup de choses ne sont pas appliquées au Cameroun. Ou alors beaucoup de choses ne sont pas, on n'apprend pas beaucoup de choses, beaucoup de techniques au Cameroun, je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça nous échappe. C'est ça qui fait que, vous allez voir, quelqu'un a une ferme, il se lève un matin, il trouve 200, 300 poulets qui sont morts parce que les produits, sans bain de soleil, sans les dosages adéquats, ne permettent pas à ces poulets de supporter le poids de ces produits chimiques. Et ils meurent. Et il faut donc voir, au niveau des marchés, il y a également ceux qui déplument les poulets. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la santé. Vous vous imaginez, dans les chaînes où on déplume les poulets, le poulet de chair, normalement, le degré de chauffage de l'eau chaude ne doit pas excéder 65 degrés pour le poulet. Donc ça ne peut pas atteindre 100%? Ça ne peut pas, parce que quand ça atteint 100%, ça gâte même les poulets. Vous allez voir, quand on déplume les poulets, vous allez voir, parfois la peau quitte. Parce que le degré est très élevé. Le même degré qu'on utilise pour le déplumage des poulets, on ne peut pas l'utiliser pour le déplumage des canards. Ça fait donc qu'ici, quand vous rentrez dans les marchés, vous trouvez que les gens, c'est dans des grands fûts où on trempe tous les poulets. S'il y a un seul poulet de chair qui est malade et qu'on trempe dans ce grand récipient où on a chauffé de l'eau, tous les poulets qu'on va tremper dedans sont contaminés immédiatement. Et quand on déplume les poulets, il faut le poser de côté au moins pour 30 minutes. Vous allez voir, demandez aux femmes, il y a une différence, vous allez comprendre que quand on a déplumé les poulets, la peau, il y a certains poulets où la peau est sèche immédiatement et d'autres est molle. Et dès que vous trouvez cette différence, les poulets dont les peaux sont sèches, comprenez que c'est des poulets malades. Et quand vous videz le poulet également, avant de le préparer, il faut le vider. Prenez le foie du poulet, vous le coupez, vous étalez. Si vous voyez les taches dans le foie du poulet, ne le mangez pas. Jetez tout le poulet parce que là, il est nocif pour la santé. Merci beaucoup.
Alors, Monsieur Évariste, au regard de ce que Sa Majesté parle, ça nécessite alors une formation à tous ceux-là qui sont des éleveurs de poulets de chair. L'important aujourd'hui de les former. Naturellement. C'est ce que je ne cesse de dire à tous ceux qui nous suivent dans le cadre des différents projets que nous initions à l'endroit des jeunes producteurs. Surtout, il faut le dire, hein, il y a beaucoup de jeunes quand même qui ont embrassé ce secteur. Naturellement. C'est vrai, dans le cadre de l'élevage de poulets, d'aucuns pensent qu'on peut se faire assez d'argent. C'est vrai, on peut se faire assez d'argent, mais il y a une certaine méthodologie à suivre. Donc, j'inviterai toujours et toujours tous les futurs producteurs de se lancer d'abord dans une formation vraiment conséquente. Parce que, voyez-vous, en l'espace de à peine 15 minutes, il y a un ensemble d'éléments qui ont été définis que je suis convaincu que nombreux des producteurs qui se lancent n'ont connaissance de cela. Ils se lancent dans l'optique de penser seulement aux gains qu'ils vont avoir après production. Oui. Oh, c'est pas ça en fait. Il faut mettre en avant le consommateur final. Puisque si le consommateur final en question n'est pas satisfait, vous nous saurez dire que vous avez mené à bien votre mission de producteur. Là, vous êtes en train de détruire peu à peu la couche de personnes qui vous donnent cet aspect pécunier qui vous rend un peu riche. Donc, quand je dis il faut commencer toujours par la formation, c'est d'autant plus conséquent. Voilà pourquoi il y a un ensemble d'initiatives qui sont prises à l'endroit des jeunes. Je vais vous prendre par exemple le cas d'un programme de 1000 bourses qui a été lancé par notre association en partenariat avec le Centre métier fonctionnel de promotion de jeunes de référence de Yaoundé, situé à Madagascar, où il est question d'accompagner les jeunes pendant un mois dans le cadre de la production des poulets de chair et bien d'autres éléments. Donc, je fais ici allusion au poulet de chair étant donné que c'est le sujet de notre thématique de ce soir et bien d'autres éléments. Donc, j'inviterai toujours des personnes qui veulent se lancer de commencer par une très bonne formation et que la formation soit vraiment purement pratique. Parce que si c'est une formation théorique, ça ne prête pas vraiment, il n'y a pas de grande différenciation entre prendre une formation théorique et prendre un livre et se documenter. Il n'y a vraiment pas de différenciation. Mais lorsque la formation est réellement pratique, ça vous donne toutes les compétences pour pouvoir vous lancer. Il y a quand même assez des experts pour la formation. Naturellement, il y a le ministère. Naturellement, c'est le ministère qui nous a cooptés dans l'optique d'accompagner les jeunes dans ce sens-là. Donc nous venons avec l'expertise. Et ici, là, notre équipe est constituée de jeunes qui sont formés, des jeunes ingénieurs formés dans le domaine. Donc vous voyez bien que au niveau déjà de la confiance qui nous a été allouée, c'est vraiment une trop grosse confiance que nous ne saurons mettre la charrue avant les bœufs. Nous nous sommes définis des objectifs à atteindre avec des jeunes qui vont se lancer dans le cadre de la production, passant par cette formation. Et comme Sa Majesté était en train de dire, concernant les niches de poulets, c'est naturellement ce qui se passe en fait dans le cadre de l'élevage. Vous allez construire de grottes, des espaces vraiment conséquents, mais vous allez voir que ce sont les 1 quart en fait de cet espace-là, de ces espaces-là qui sont occupés, qui sont réellement utilisés par les poulets. Mais sauf qu'il se présente un problème majeur, c'est le problème de vol en fait. Parce que c'est d'autant plus intéressant de laisser les poulets à l'air libre, de prendre des bains de soleil et autres. Ça c'est très intéressant, c'est l'élément même indiqué. Vous voyez, mais bon, étant donné qu'il y a toujours un citoyen lambda qui ne veut pas utiliser la même voie comme les autres citoyens de gagner honnêtement sa vie, donc ce sont ces situations-là qui viennent enfreindre de plus en plus. Mais maintenant, comme solution que je voudrais apporter ici aux éléments que Sa Majesté a présentés, lorsque vous décidez quand même de construire vos grottes, il y a des feuilles de tôle transparentes là qui laissent passer la lumière. Essayez autant que possible de disposer ces feuilles-là, étant donné de telle enceinte que en fait la lumière du soleil puisse pénétrer en fait l'espace. Vous voyez, là vous pourrez gagner de manière conséquente. Parce que
c'est un élément notamment plus intéressant dans le cadre de la croissance des poulets. Et vous allez voir que ces poulets seront plus circulants et vous aurez toujours une demande assez conséquente dans ce sens-là. Je veux aussi prendre un autre point, par exemple, concernant les poulets de village. Oui. Vous n'allez jamais voir quelqu'un se lancer dans la production, dans l'élevage de poulets de village, les mettre en cage, non. On les jette toujours à l'air libre. Quand vous voyez par exemple une mère poule qui réussit à mettre 30 œufs et des 30 œufs, par exemple 25 ont éclos, au finish, après 3 mois, 4 mois, vous verrez qu'elle a pratiquement conservé tous ses petits. Okay. Pratiquement. Donc, merci beaucoup, M. Évariste. Alors, M. Tolo, la formation est capitale pour améliorer la production de poulets de chair. Monsieur Bello, à la suite de votre réponse, je dirais que tout projet commence d'abord par la maturation. Maturer un projet voudrait dire connaître les tenants et les aboutissants. Et étant un entrepreneur, on doit avoir ce qu'on appelle l'amour du travail bien fait. Dans ce sens, permettez-moi un peu d'embrayer parce que je suis aussi à la fois secrétaire général du centre d'incubation et d'intelligence territoriale de l'Institut des hautes études sur la gouvernance territoriale et la décentralisation, qui est en partenariat avec les collectivités territoriales décentralisées. Là-bas, notre travail commence par là, former les jeunes. Former les jeunes au métier et à la demande des emplois, des nouvelles niches de création de valeur dans nos écosystèmes au Cameroun. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout un chacun est d'abord appelé à la base à maîtriser son travail. Quand je parle de travail, c'est la production de poulet, de poissons, etc. Dans cela, nous devons savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais. C'est pour ça que j'ai parlé de l'amour du travail bien fait, parce qu'on ne peut pas se lancer dans une activité et chercher seulement le gain, chercher seulement la voie pécuniaire, ce qui n'est pas bon, parce que nous-mêmes, nous allons consommer ce poisson, ce poulet, ce porc, et ça sera très dangereux si on produit ce qui est mauvais. Mais maintenant, il n'est pas, pour vraiment se lancer, on ne peut pas se lancer de façon ex nihilo nihil. Du jour au lendemain, on voit qu'il y a un projet porteur, on se lance là. Il faudrait à la base se former. La formation est l'élément sine qua non pour la réussite de toute activité. C'est pour ça que j'ai parlé du centre d'intelligence, le centre d'incubation d'intelligence territoriale, où nous faisons tout ça, nous accompagnons les jeunes dans ce sens, nous formalisons l'informel. C'est pour ça qu'avec le chef, Sa Majesté Dimvin, il y avait eu les cliniques de l'entrepreneuriat dans la Mofo Famba avec l'honorable Roger Melingi. C'est ce travail que vous avez eu à nous inculquer, vous avez eu à nous former, nous jeunes entrepreneurs, dans ce sens-là. Et c'est pour ça que, comme le chef le disait, sans formation, on n'arrive à rien. Alors, merci beaucoup. Sans formation, on n'arrive à rien. Majesté, un dernier mot pour passer au second thème. Moi, je dirais que la spéculation de l'élevage des poulets de chair est très bonne, mais j'exhorte les jeunes à se former et s'ils développent le nouveau concept, parce que beaucoup de gens disent « je n'ai pas de moyens pour construire les hangars, pour élever les poulets ». Non, il faut développer le nouveau concept où on construit que les niches. Vous pouvez facilement construire 2-3 niches et vous élevez 400 poulets, 500 poulets avec 3 niches, 4 niches. Et vous faites un espace, si vous avez 200 mètres carrés, vous laissez pousser les herbes, et vous élevez facilement vos poulets et vous les vendez à un très bon prix dans le marché. Et c'est des poulets solides, qui sont d'ailleurs très bons, la chair est bonne, oui. Et ils passent beaucoup plus sur le marché que les poulets qui tombent à tout bout du champ au niveau du marché là et tout ça. Donc j'exhorte les jeunes à s'adapter, à développer cette nouvelle approche qui veut qu'on développe ce concept, ce nouveau concept d'élevage qui va permettre aux jeunes de se former et d'exceller dans ce secteur qui va leur sortir de cette pauvreté, de cet état de précarité de façon plus simple, sans qu'ils déboursent de l'argent. D'accord, merci beaucoup et c'est donc la fin de la première thématique.
Nous allons passer à la deuxième, qui est l'élevage du porc, atouts et précautions hygiéniques. Monsieur Évariste, je commence par vous. L'élevage du porc, ces derniers temps, gagne également du terrain sur l'étendue du territoire national, mais il faut également dire, peut-être avec regret, qu'il y a quand même cette maladie qu'on appelle la grippe porcine, qui est également en fait revenue. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que les gens puissent déjà prendre les conditions ou bien puissent déjà prendre des dispositions pour éviter qu'il y ait vraiment la propagation de cette maladie? D'accord. Déjà, de prime abord, je voudrais ici dire que nombreux sont des éleveurs de porcs qui ne tiennent pas compte de l'aspect sanitaire, qui élèvent leur sujet en fait dans une précarité, et c'est pas bon. C'est pas bon. Même quand vous mettez en avant le fait que vous n'avez pas assez de moyens pour pouvoir réaliser de manière correcte votre élevage, il y a des éléments qui vous permettent de limiter en fait les dégâts. Par exemple, rendez-vous compte que pour quelqu'un qui lance par exemple une production de 5 à 10 porcs, vous pouvez vous arranger à faire un nettoyage de votre espace d'élevage chaque jour que Dieu a créé. Je dis bien chaque jour, avec de l'eau propre. Vous allez éviter autant que possible. Vous ne pouvez même pas imaginer de manière conséquente, en fait, le fait que vous êtes en train de limiter autant que possible des maladies qui peuvent attaquer ces porcs. Je dis bien chaque jour de manière conséquente, prenez la peine de nettoyer. Et même lorsque vous nettoyez convenablement votre espace d'élevage, cette eau-là qui est mélangée avec les déchets en fait, de vos produits d'élevage, de vos porcs, vous pouvez utiliser cette eau-là dans l'optique de fertiliser en fait, vos espaces champêtres. Donc, vous êtes doublement gagnant. Donc, ici, il faut trouver des stratégies et mettre en avant l'aspect sanitaire des sujets que vous êtes en train d'élever. C'est notamment plus conséquent, plus intéressant dans ce sens-là. D'aucuns se lancent dans l'élevage, vous voyez même, en fait, même l'aspect nutrition des sujets en question. C'est pas ça. C'est pas ça. J'ai rencontré tellement d'éleveurs qui arrivent dans les marchés, trier le reste des fruits, gâtés, des nourritures et autres, pour aller nourrir leurs sujets qu'ils vont revendre plus tard. Vous êtes en train de donner la maladie à vos sujets, que vous allez dépenser vous-même de l'argent pour les soigner, ou bien vous allez ouvrir les portes, comme on dit, aux grippes porcines et autres. Merci beaucoup, M. Évariste. Sa Majesté, vous avez suivi la réaction de M. Évariste. Alors, vous êtes également quand même du domaine, l'élevage du porc, vous maîtrisez également assez. Alors, dites-nous atouts et précautions. Est-ce que c'est facile de lever le porc? Est-ce que... Je suis très heureux de rencontrer un jeune comme Évariste, un autre jeune comme Tolo, qui s'intéresse à ce secteur et qui développe aujourd'hui des idées. Comme beaucoup de jeunes qui nous regardent d'ailleurs également. Voilà, qui disent des choses vraies. Et en emboîtant le pas à M. Évariste, je vais faire comprendre aux Camerounais que de tous les animaux domestiques, le porc est l'animal le plus propre. Comment, Sa Majesté? Je m'explique. Le porc est l'animal le plus propre. Vous n'allez jamais voir le porc où il consomme sa nourriture. C'est pas là, c'est pas au même endroit que le porc fait ses besoins. Mais quand on voit là où le porc entre souvent avec beaucoup de plaisir... Permettez, M. Bello. C'est nous qui imposons un environnement sale au porc. Parce qu'on construit des petits enclos où le porc tourne sur place et tout ce qu'il fait, il pétine et il tourne, il fait la ronde et il mélange tout. On a l'impression qu'entre un endroit propre et un endroit sale, le porc choisirait un endroit sale. Non, non, non. Vous savez, non, attendez. Le porc est un animal essentiellement mobile. Il est non seulement carnivore et il est essentiellement mobile. Le porc bouge à tout moment. Sauf quand il est fatigué, il se couche, il dort. Et même jusque-là, quand il se lève, il fait le tour. Parce que le porc, vous savez, le porc a beaucoup de graisse. Et c'est cette graisse qui permet au porc de se déplacer à tout moment. C'est-à-dire, il est obligé de se déplacer à tout moment. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme a dit M. Évariste, il faut laver les enclos des porcs tous les jours, tous les matins. Vous les lavez avec de l'eau propre. Et laver le porc lui-même, c'est-à-dire non seulement vous lavez son espace, vous le lavez lui-même. Vous allez voir que le porc sera toujours propre et vous n'allez pas voir le porc avec de maladie. Bon, maintenant,
quand on parle des porcs, l'élevage de porcs, moi je voudrais qu'on commence par les porcelets. Parce que quand vous avez des porcelets et qui sont bien élevés, vous allez comprendre que pour les porcs de consommation, le porc de consommation doit atteindre 110 jours. 110 jours. 110 jours après, il faut qu'il aille à l'abattoir. Parce que quand le porc de consommation dépasse 110 jours, quel que soit le prix que vous allez le vendre à perte. Parce que le porc consomme exagérément. Il mange beaucoup. Et surtout que le porc mange tout. Voilà. Il mange beaucoup. Non, attendez. Le porc mange tout, c'est vrai. Mais c'est justement pour ça que M. Ivari disait tout à l'heure, vous allez rencontrer des gens dans les marchés qui prennent les nourritures pourries et tout ça dans les bacs ordures pour aller nourrir les porcs. C'est pour donner la maladie aux porcs. Cette maladie qui va finir dans nos ventres et nous tous, consommateurs, nous serons malades et toute la population. Alors maintenant, quand vous voulez, par exemple, faire la production des porcelets, vous allez comprendre que le porc, la true et le mâle, il faut jamais, le premier élément, il ne faut jamais et jamais du tout faire croiser les porcs qui sont des mêmes parents. Consanguinité. C'est terminé. C'est-à-dire, dès que vous le faites, vous avez une mauvaise production et vous n'aurez aucun bénéfice. Parce que le porc a développé la parenté plus que l'homme. Alors, c'est très intéressant pour les téléspectateurs qui nous regardent. Je pense que vous prenez note également. Hein. C'est intéressant, Majesté. Il y a le premier, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est quoi? Quand vous avez les trus, donc les porcs femelles, il ne faut jamais et jamais faire croiser le porc femelle au porc mâle avant qu'il n'atteigne minimum 8 mois. Parce que si vous le faites avant ces 8 mois et que la true grandit avec la grossesse, quand cette true va mettre bas, la douleur va pousser ces porcs à manger ces porcelets, ses propres enfants. Parce qu'elle croit que ce sont ses enfants qui lui font cette douleur parce qu'elle n'a pas eu le temps de tout se développer. Or, vous allez donc comprendre que quand vous achetez les porcelets, prenez toujours la date de naissance de ces porcelets. Quand le porc femelle a grandi à atteindre 8 mois, vous prenez un porc mâle qui n'est pas de la même famille que le porc femelle. Vous les croisez, vous allez comprendre que le porc femelle a 3 jours de gestation à partir de 8 mois. À 3 jours de gestation. Et pendant les 3 jours de gestation, il faut le croiser avec le porc mâle. Et dès qu'ils se sont croisés pendant les 3 jours, vous enlevez le porc mâle. Alors, moi je sais, il y a souvent des porcs qui sont en divagation. Est-ce que c'est facile de contrôler Non, les porcs qui sont en divagation, on ne parle pas de l'élevage des porcs pour la consommation. Ça, c'est une consommation familiale, artisanale. Mais on parle maintenant de la grande consommation. Alors, je disais donc que le porc femelle qui tombe enceinte, la grossesse du porc femelle dure 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Et 3 heures. Et 3 heures. Il dit, suivez bien, 3 mois, 3 semaines, 3 jours et 3 heures après. Ça veut dire que 3 mois, 3 semaines, le deuxième jour, n'allez plus loin. Tournez tout autour de votre élevage. Quand elle va commencer à mettre bas, vous enlevez, chaque fois qu'un enfant, qu'un porcelet naît, vous enlevez, vous mettez de l'autre côté. Et vous allez comprendre que le porc qui atteint cette maturité, quand elle va mettre bas, quand ce porc va mettre bas, il aura au moins entre 12, 15, 18 porcelets. Or, le porc que vous avez fait croiser dans les 3 mois, 5 mois, 6 mois, ne pourra pas vous donner plus de 5 porcelets. Et qui, parfois même, n'auront pas une bonne santé. Ça fait donc que vous ne pouvez pas élever les porcs en se disant, les porcs de consommation, vous les élevez également avec les porcs de production de porcelaine. Il faut dissocier les deux. Et le porc de consommation, j'ai dit 110 jours, il doit aller à l'abattoir. Parce que si vous le faites dans le but de vous faire des bénéfices, parce que c'est votre activité, quand il va à plus de 110 jours, vous allez voir 150, 100, vous ne pourrez plus jamais le vendre et avoir des bénéfices. Parce que au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure que la consommation en termes d'aliments devient beaucoup plus grand et vous allez perdre. Donc, ce sont ces choses. C'est pour ça que je rejoins mes enfants qui disaient tout à l'heure que tout ce qu'on veut faire dans l'élevage, quelle que soit la spéculation, il faut se former. Il faut avoir une formation adéquate et une très bonne formation et faire une étude pour comprendre que quand je vais me lancer pour la production des porcs,
est-ce que je vais réussir? Merci, moi je sais. Alors, merci beaucoup. Monsieur Évariste, je reviens à vous pour parler précisément de l'alimentation du porc. Oui. Est-ce que pour nourrir le porc, élever le porc, est-ce que l'alimentation est complexe? Est-ce qu'on peut donner n'importe quoi? Comment on sait que le porc est un animal qui mange tout, omnivore? On se permet de tout donner? Oui, c'est clair que le porc n'a pas de problème dans le cadre de la consommation d'aliments. Mais maintenant, c'est à vous, l'éleveur, de savoir que lorsque vous permettez certains aliments, qui consomment certains aliments, il peut être constipé. Vous voyez? Et s'il est constipé, ça devient un problème. Il peut développer aussi des maladies que vous n'arrivez plus à contrôler en fait. Par exemple, dans les réseaux sociaux, j'arrive souvent à voir des éleveurs qui filment leur sujet avec des boules sur le corps et autres. Ils ne savent pas comment c'est arrivé et autres. Et si vous allez chercher plus loin, vous allez vous rendre compte qu'ils donnent en fait n'importe quoi. N'importe quoi. Ils donnent en fait n'importe quoi au porc. Vous voyez? Et le porc, lui, il ne fait pas de tri en fait. Il consomme dès que vous lui donnez, si c'est mangeable, il mange. Vous voyez? C'est l'homme par excellence en fait. Lui, il consomme tout. Si vous lui donnez même la farine de manioc déjà tournée et autres, lui, il va seulement consommer. Peu importe ce que ça va créer dans son ventre, il n'y a pas de tri. Mais maintenant, dans le cadre de l'alimentation des porcs, vous devez savoir aussi qu'il y a des éléments sur lesquels vous devez réellement vous appesantir. L'élément de démarrage pour une bonne croissance de vos sujets en question. Et vous devez maîtriser en fait les aliments qu'il faut mettre ensemble pour constituer l'aliment de démarrage, l'aliment de croissance aussi qui va prendre la suite. Merci. Laissez-moi donner la parole à M. Tolo pour qu'il nous parle un peu des problèmes liés à l'élevage du porc. M. Tolo. Je dirais que le principal problème, ce qui a été évoqué ici, c'est déjà l'hygiène. Parce que je dirais que tout le monde veut faire du profit, mais c'est la façon de faire le profit. Certains veulent faire le profit de façon exagérée. Et c'est pour ça que certains arrivent à aller dans les marchés, comme on était en train de le dire, ramasser des détritus, donner au porc pour faire moins de dépenses. Mais je pense que ce n'est pas ça, parce que lorsqu'on décide de faire l'élevage, en faisant l'élevage, on entretient d'abord un lien particulier avec l'animal. Pour nous autres qui élevons peut-être les poissons, élevons les chiens, qui élevons les poulets, on se crée une relation particulière avec l'animal du fait que même quand il arrive à vendre ce dernier, on a mal au cœur. Moi, j'ai toujours eu ce sentiment en vendant peut-être le poisson d'eau douce, se séparer parce qu'on a mis du cœur à ce qu'on faisait. C'est pour ça que je dis que c'est même le principal problème. Parce que si les gens vraiment avaient à cœur ces animaux-là, ces êtres-là, on n'arriverait pas à ces problèmes d'hygiène-là. Parce qu'à la fois, nous-mêmes, nous pouvons consommer ça, comme je le disais tantôt, et nous-mêmes, nous pouvons tomber malades parce qu'un environnement sain apporte de bonnes vertus. Nous ne pouvons pas rester dans la saleté ou un environnement nocif et puis on réussit à avoir de bons résultats. Là, ce n'est pas évident. Et généralement, c'est ce qui fait en sorte que les poulets, autant pour moi, les porcs qu'on trouve un peu de partout, on voit le porc à ce qu'on appelle régulièrement la graisse, le porc à ceci, le porc à cela, parce qu'on n'a pas respecté à la base tout le canevas nécessaire. C'est pour ça que j'attirerais peut-être l'attention des services des collectivités territoriales décentralisées, surtout le service d'hygiène qui se trouve dans chaque mairie, de prêter une attention particulière à ces éleveurs-là, de mettre la pression, de mettre l'accent, parce que beaucoup sont laxistes et il faudrait généralement, parce que l'homme, la particularité de certains hommes, c'est lorsqu'il y a la pression derrière ces derniers qu'on voit des réalisations. Il faudrait maintenir ça parce qu'il y va non seulement du bien de la personne, mais aussi de l'environnement, parce que même les odeurs là, lorsqu'on ne lave pas l'enclos, ces endroits-là, ça dérange le voisin. Et il ne faut pas oublier aussi que tout sur le porc est très utile, parce que même nous avons les déchets, on a parlé tout à l'heure de l'engrais, mais pas seulement l'engrais, parce qu'avec ça, on peut produire des asticots. Les asticots qui par la suite pourront servir encore
pour les poulets. Nourrir les On poissons. voit les poulets et les poissons. Je vois dans certains pays où avec la fiente de porc et de poulet, on réutilise pour nourrir. Non, ça devient à la fois utile doublement parce que non seulement ça aide encore pour l'agriculture, mais encore pour l'élevage même. Et c'est très nutritif d'avoir les asticots venant de la fiente de porc que d'avoir peut-être un aliment composé local comme on a ici là. C'est en cela que c'est très bénéfique d'attirer l'attention sur la vertu de l'hygiène et non seulement les bienfaits que cela entraîne pour tout le monde, pour tout un chacun dans tout l'écosystème de l'élevage du porc. Voilà. Je voudrais ajouter... quelques minutes. D'accord. Je voudrais ajouter des éléments concernant l'élevage de manière générale. Voyez-vous, dans le cadre de l'élevage, ce qui est le plus intéressant, c'est la matière protéique. La matière La protéique. matière protéique que nous donnons en fait à nos différents sujets. Peu importe l'élevage, que ce soit le poisson, le poulet, le porc et autres, c'est cette matière protéique-là que nous essayons autant que possible à faire ressortir dans les aliments qu'ils consomment. Alors, pour revenir à certains éléments que mon collègue vient de présenter, je peux dire ici que quand vous vous lancez dans la réalisation de production de porc, non seulement c'est cette matière qu'on appelle aujourd'hui déchets, par exemple ces défections et autres là, vous pouvez réutiliser ça pour produire en fait ces asticots comme il était en train de dire. Comprenez bien que ces asticots en question sont tellement riches en matière protéique que vous pouvez utiliser dans l'élevage de vos poissons, les poissons d'eau douce. Il y a des pays, et je crois même qu'en Suisse, ça se fait, il y a des grands éleveurs de poissons, que ce soit l'élevage hors sol ou bien sur sol, ils ne lèvent leurs poissons qu'à partir des chenilles ou qu'à partir des asticots. Oui. Ils ne connaissent pas d'aliments venant importer autres, ils ne sont pas là-dedans. Or, ils ont développé un cycle complet. Et dans ce cycle complet-là, ils ont développé des stratégies pour pouvoir produire la matière première qui est importante pour leur sujet. Et cette matière première-là, ils mettent en avant la matière protéique. Les autres éléments dont les sujets ont le plus besoin, à savoir le fer et autres, ils complètent simplement avec les éléments venant d'ailleurs, les éléments externes. Mais pour la matière protéique qui rend même la viande, la chair en fait du sujet que vous élevez d'autant plus délicieux, ils font tout et tout pour que ce soit vraiment bio. Merci beaucoup. Alors, Majesté, quand on parlait de l'élevage du porc, avec tout ce que cela comporte, est-ce qu'on peut parler de l'importance de l'accompagnement des pouvoirs publics? Mais bien sûr. Vous savez, généralement, je n'ai pas eu le temps, franchement j'avoue, que je n'ai pas eu assez de temps de suivre les programmes du ministère de l'élevage ici et les programmes des services extérieurs. Mais le programme que moi j'ai suivi, de l'autre côté, je sais que l'État ou bien l'Union européenne donne beaucoup de subventions aux éleveurs et aux agriculteurs. Parce que le véritable problème que les agriculteurs et les éleveurs ont au Cameroun, c'est qu'ils font avec leurs propres moyens, sans soutien, et ils sont vulnérables, très exposés aux faillites. Et quand ils tombent en faillite, c'est la perte totale et ils ne sont plus soutenus. Parce qu'ils ont besoin de coaching. Voilà, il faut bien qu'il y ait ce coaching. Il faut bien que l'État vienne en aide. Et c'est pour ça que je vais interpeller les délégations d'arrondissement, les délégations des départements. Les communes avec la décentralisation. Avec la décentralisation, de recenser les agriculteurs, les éleveurs dans les villages pour permettre de leur donner un petit quelque chose, comme dans le langage de quartier, pour soutenir les éleveurs et les agriculteurs. Parce que figurez-vous, si ces gens n'ont pas de soutien, c'est tout le Cameroun qui va mourir de faim. Et si ces gens n'ont pas de soutien, ils vont rentrer dans les marchés, ramasser toutes les mauvaises, les pourritures, les nourritures et tout ça pour élever et les poulets et les porcs. Résultat, c'est la population qui sera infectée par les maladies et automatiquement on aura un peuple malade. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire? Moi je sais que le Cameroun a beaucoup de moyens. Ça, il ne faut pas se cacher.
Le Cameroun a beaucoup de moyens, mais qu'est-ce que nous faisons de ces moyens? Quand vous regardez un peu la jeunesse aujourd'hui au Cameroun, qui est dans la rue, qui aujourd'hui la quasi-totalité ne font rien, parce qu'au Cameroun maintenant il faut avoir beaucoup de courage pour rentrer dans son village, aller faire de l'agriculture ou aller faire de l'élevage. Alors, nous avons donc certains jeunes qui n'ont plus de village, dont les villes ont envahi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Essayons également de développer le concept d'agriculture ou d'élevage hors sol. C'est important, c'est peut-être le nouveau concept également. Le nouveau concept, si on développe ce nouveau concept qui veut qu'on peut faire une agriculture hors sol, ça permettra aux jeunes. Vous allez voir un jeune qui a un 100 mètres carrés ou bien un 50 mètres carrés chez lui. Il développe ce concept d'agriculture hors sol. Il produit ces tomates-là. Il a une production égale à celui qui a un champ de 5000 mètres carrés. Donc, vous allez voir, ces jeunes ne vont plus vadrouiller gauche-droite. Ils vont se prendre en charge et s'auto-employer. C'est pour ça que moi, je dis, je salue la décentralisation. J'aimerais que les jeunes s'unissent et mettent sur pied des organisations, mettre des projets. Moi, particulièrement, la petite expérience que j'ai, moi, je peux accompagner les jeunes dans le concept de l'agriculture hors sol. Et qui va leur permettre de se développer, de pouvoir surtout employer. Donc l'État et les collectivités territoriales décentralisées devraient aider les agriculteurs et les éleveurs. Merci beaucoup, Majesté. Alors, vous parlez tout à l'heure des problèmes liés. Alors, vous avez également, est-ce que les jeunes aujourd'hui, est-ce qu'ils essaient quand même d'implémenter l'élevage hors sol? Pour ma part, j'ai été très ravi d'expérimenter la pisciculture hors sol. Cette expérience m'est venue de l'intégration du centre d'incubation d'intelligence territoriale où je suis le secrétaire, et ça a été pensé comme problématique. Et on a eu à essayer un peu l'élevage, la pisciculture hors sol. En essayant, j'ai vu que... Est-ce qu'on a aussi assez d'experts au Cameroun aujourd'hui pour le développement de ce type? Oui, il y en a tellement, mais c'est juste que la pratique n'est pas encore répandue parce que beaucoup ne s'intéressent pas aussi à ça. Moi, j'ai vu de ma propre expérience, j'ai vu qu'avec une production de 3 mois de 1000 poissons silures, j'ai eu une production qui, en 3 mois, est sensiblement ce qui se fait en sol en 6 mois. Ce qui fait en sorte que en 6 mois, moi, je peux avoir 2 productions. Je peux avoir plus que celui qui a commencé en sol. Et moi, hors sol, je gagne plus et 2 fois. Donc, c'est un nouveau concept et très pertinent et qui est très rentable. Mais maintenant, les leviers à actionner sont tout autres pour pouvoir vulgariser la pratique. Parce que c'est ça qu'il faut. Plus la pratique sera vulgarisée, plus ça va susciter les intérêts auprès de tout le monde pour que cela puisse être fait un peu de partout. C'est un peu en cela qu'on pourra un peu commencer à mieux extendre le projet et beaucoup de jeunes intégreront les pratiques. Alors, l'élevage hors sol, c'est un concept qu'il faut vulgariser absolument, M. Varis? Oui, naturellement, l'élevage hors sol permet de mettre en avant en fait tout l'espace disponible. C'est ça en fait l'importance de l'élevage hors sol, donc d'utiliser autant que possible l'espace que nous avons dans l'optique d'avoir des rendements beaucoup plus conséquents. Je voudrais ici aussi attirer la voix des jeunes, des Camerounais et autres, pour leur faire savoir en fait que il y a souci en fait de curiosité. Tout à l'heure, Sa Majesté a parlé de l'aide que le gouvernement devrait adresser à l'endroit des personnes, des jeunes qui se lancent. Je voudrais aussi aller encore un peu plus loin. Vous savez, la jeunesse africaine et même camerounaise ne s'intéresse pas réellement dans des innovations qui sont lancées en fait. C'est avec le temps. C'est avec le temps, oui. C'est avec le temps, mais c'est quasiment difficile. D'accord. Ok. Alors, pour un dernier mot, on est déjà pris par le temps, Majesté. Pour un dernier mot, pour sortir de l'émission. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à dire, hein, mais bon,
Bon, pour aujourd'hui, on va... Pour sortir de l'émission, je suis très heureux de me retrouver sur un plateau avec des jeunes, des jeunes garçons qui s'intéressent à l'agriculture et l'élevage. J'exhorte ceux qui sont avec nous ici de continuer la sensibilisation pour vulgariser les techniques dont ils ont maîtrisé auprès des autres jeunes qui peuvent également se lancer, et ça permettra aux jeunes de pouvoir émerger. Voilà, merci beaucoup pour vos propos, surtout également pour vos analyses qui ont permis aux téléspectateurs, surtout aux acteurs du secteur de l'élevage, que ce soit du poulet, que ce soit du porc qui nous écoutent, et également à tous ceux qui sont du ministère de l'Agriculture et même du ministère de l'Élevage qui nous écoutent. Donc c'est une émission qui permet quand même de donner en fait l'aperçu général de toutes ces activités que les populations mènent au quotidien. Alors merci beaucoup M. Tolo, merci beaucoup M. Évariste, et à nos techniciens également, merci infiniment pour ce travail formidable que vous avez eu à réaliser. Alors je vous laisse en compagnie des programmes de Camdis Télévision et à nous revoir samedi prochain. Merci.